Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce jeudi 21 avril. L'émissaire des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, annonce entreprendre bientôt une nouvelle tournée régionale, incluant les territoires sahraouis occupés par le Maroc. La bande de Gaza, toujours sous les bombardements de l'aviation de l'armée sioniste, 7 pays arabes, dont l'Algérie, réunis dans la capitale jordanienne Amman, dénoncent l'escalade sioniste, notamment dans les lieux saints à Al-Quds. Dans le conflit en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine annonce la prise avec succès de la ville de Mariupol et ordonne d'assiéger les derniers combattants ukrainiens. Et en Afghanistan, une explosion dans une mosquée chiite de Mazar-i Sharif au nord fait au moins 25 victimes. Bonsoir à tous. Nouvelle tournée régionale en vue pour l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour tenter une fois de plus de relancer le processus politique actuellement paralysé. Un périple décidé à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux obstacles auxquels se heurte la MINURSO. La nouveauté de cette nouvelle tournée, c'est d'inclure les territoires occupés du Sahara occidental. Sofiane Baroudi. La mission de l'envoyé spécial pour le Sahara occidental a débuté le 1er novembre 2021. Le haut diplomate a assuré que sa nouvelle tournée dans la région inclura les territoires occupés du Sahara occidental. Staffan de Mistura a exposé son rapport de situation dans une session à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'occasion, de Mistura a déclaré que le changement de position du chef du gouvernement espagnol l'avait surpris. Le représentant de la Norvège a durant cette réunion exprimé le souhait de son pays de relancer le processus de dialogue et que la seule solution juste et durable au conflit au Sahara occidental était celle qui permettrait au peuple sahraoui l'accès à son droit à l'autodétermination. Dans l'attente de l'élargissement de la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental au contrôle du respect des droits fondamentaux, des violations récurrentes des droits humains sont toujours perpétrées par la monarchie marocaine dans les territoires occupés. À ce propos, les critiques fusent contre la MINURSO, jugée par certains observateurs comme étant incapable d'organiser le référendum prévu depuis plus de 30 ans et de maintenir le cessez-le-feu qui a été violé par les forces d'occupation marocaines il y a plus d'1 an. Le mécanisme onusien ne permet pas non plus la protection des civils victimes d'actes de terrorisme d'État perpétrés à ciel ouvert par les forces d'occupation marocaines. Pour rappel, plusieurs civils ont été assassinés depuis le début du mandat de Staffan de Mistura, dont 3 routiers algériens le 1er novembre, et plusieurs citoyens mauritaniens et sahraouis, dont des raids conduits à l'arme de guerre par le régime marocain. L'envoyé spécial de l'ONU devra redoubler d'efforts pour garantir une solution politique juste au conflit au Sahara occidental. Une mission périlleuse. L'alliance belliqueuse scellée avec l'entité sioniste et la complicité manifeste du gouvernement Sanchez dans la politique du fait accompli colonial sont des facteurs qui attisent les tensions dans une région où la guerre menace de s'élargir. Et pour parler justement de cette nouvelle tournée attendue de Staffan de Mistura, est avec nous Saïd Layachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental doit effectuer une nouvelle tournée régionale. Pourquoi Saïd Layachi, sachant qu'aucune avancée palpable n'a été enregistrée depuis celle effectuée en janvier dernier ? Alors, il est toujours intéressant d'enregistrer cette volonté, en tout cas affichée de l'ONU et principalement du Conseil de sécurité, de rester saisi de la question du conflit du Sahara occidental et de vouloir dynamiser le processus politique qui devrait mener à la résolution du conflit. Pour ce faire, bien sûr, Monsieur de Mistura donc a été désigné comme l'envoyé personnel du secrétaire général et sa mission principale est de pouvoir faciliter les négociations entre les deux belligérants que sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc.
Cependant, cela a été dit et ça reste à dire que la mission de M. de Mistura n'est pas cadrée de façon, j'allais dire, nette, en fixant les étapes à venir dans ce processus de négociation. D'une part, on aurait souhaité, bien entendu, de voir que M. de Mistura ait certaines dates qui puissent pouvoir un peu contraindre les deux parties à être très actives dans ce processus de négociation. Ceci d'une part. Oui. Saïd Ayachi, cette nouvelle tournée devrait inclure les territoires sahraouis occupés par le Maroc. C'est un détail important. Oui, bien sûr, c'est important. C'est important. Mais maintenant, comme si justement, je viens de l'expliquer, cette mission de M. de Mistura, son mode opératoire n'a pas été de façon claire fixée par le Conseil de sécurité. M. de Mistura qui va dans les territoires occupés, on va voir s'il va avoir la facilité d'avoir l'accès aux civils sahraouis, aux militants sahraouis qui revendiquent pacifiquement leur droit à l'autodétermination, ou alors qu'il sera d'une certaine façon cadré, piloté par l'administration marocaine d'occupation et qu'il ne verra des territoires occupés que certains bâtiments administratifs. Ceci d'une part. Mais le Maroc, bien sûr, se fera fort après de dire que M. de Mistura est venu dans les territoires occupés, qu'il a rencontré des Sahraouis. D'ailleurs, on pourrait même lui faire rencontrer de pseudo-Sahraouis. Mais ceci, pourquoi? Ceci pour dire, est-ce qu'il y a une volonté réelle du Conseil de sécurité pour pouvoir aller vers cette résolution du conflit, c'est-à-dire dynamiser le plus rapidement possible les négociations entre les deux belligérants, parce qu'entre-temps, mettre fin déjà au conflit armé, exposé à des violations des droits de l'homme. Oui. Mettre fin peut-être au conflit armé. Oui, bien entendu, c'est le but même des négociations. Les négociations en elles-mêmes devraient voir comment mettre en pratique les résolutions du Conseil de sécurité, en l'occurrence le référendum d'autodétermination. Et l'introduction de votre journaliste, justement, a parlé de mission de la MINURSO. Il faudra que la MINURSO, d'une part, puisse être à la hauteur de la mission qui a été confiée, à savoir l'organisation du référendum d'autodétermination, peut-être le cessez-le-feu à venir si les négociations aboutissent à cette étape, et surtout peut-être bénéficier de l'élargissement de sa mission à faire respecter et à protéger les droits de l'homme, puisqu'ils sont violés quotidiennement contre les civils sahraouis par l'administration marocaine d'occupation. La volonté, peut-être, M. de Mistura va faire une tournée, mais est-ce que c'est pas une tournée de plus pour rien? Voilà le problème. Merci beaucoup Saïd Ayachi pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Et à noter également dans ce même dossier que l'organisation non gouvernementale Amnesty International a appelé les défenseurs des droits humains à adresser une lettre au chef du gouvernement marocain l'exhortant à mettre un terme au mauvais traitement infligé aux prisonniers politiques sahraouis. Mohamed Lamine Hadi, membre du groupe Gdeyemizik, détenu à l'isolement depuis 2017, date à laquelle il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement. L'ONG exhorte le gouvernement marocain à lui accorder un accès immédiat à des soins médicaux adéquats, un accès régulier et sans entrave à sa famille et à son avocat, et à veiller à ce que ces conditions de détention soient conformes au droit, aux normes internationales. Direction la Palestine à présent, où l'entité sioniste a récidivé dans ses agressions envers les Palestiniens. De nouveaux raids de l'aviation israélienne ont visé la bande de Gaza. La Palestine dénombre déjà 18 morts depuis le début du Ramadan, notamment suite à la dernière agression sur Al-Quds occupée. Le point de la situation avec Safouane Ben Sabri. Les enfants de Rada, cette Palestinienne tuée par les colons israéliens, n'ont pas encore séché leurs larmes que la fureur sioniste s'abat à nouveau sur les territoires palestiniens. Pour la deuxième fois en une semaine, les Gazaouis se réveillent sous le bruit des bombes israéliennes, alors que les avions israéliens ont remplacé le calme de l'aube par le son des réacteurs. Une escalade de violence supplémentaire a été commise par l'entité sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne.
Les bombardements interviennent suite au tir d'une seule roquette lancée par les résistants agissant depuis la bande de Gaza. Le tir de roquette est survenu en protestation à la violente répression que subissent les Palestiniens depuis le début du mois du Ramadan, ayant pour point culminant les affrontements au sein même de la mosquée d'Al-Aqsa. Le Hamas a déclaré que les agressions sionistes ne feront que renforcer la détermination des Palestiniens à résister face à l'occupation et à intensifier leur combat pour Al-Quds et pour son peuple. Pour rappel, l'occupation israélienne a multiplié les actes de violence et de répression durant le mois sacré, ayant causé la mort de 18 Palestiniens et la blessure de centaines d'autres sous les balles des forces de l'ordre sionistes. Nombre d'observateurs dénoncent la paralysie des instances internationales alors que celles-ci se sont pressées de dénoncer l'opération militaire russe en Ukraine. Concernant la Palestine, il semble que le bruit des bombes est aussi assourdissant que le silence de la communauté internationale. Et face à ces agressions répétées, la diplomatie arabe s'active. 7 pays arabes, dont l'Algérie, se sont réunis dans la capitale jordanienne Amman lors d'un sommet exceptionnel pour discuter des derniers développements et violations de l'armée d'occupation à la mosquée Al-Aqsa. Les participants ont dénoncé l'escalade sioniste dans les lieux saints à Al-Quds depuis presque une semaine. Les détails avec Amin Touta. Un rendez-vous d'urgence en Jordanie pour 7 pays de la Ligue arabe. Suite aux derniers événements qu'a connus la mosquée Al-Aqsa et les violations commises par les forces de l'occupation sioniste. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, a affirmé que la réunion a été une occasion pour rappeler le caractère sacré de la question de la ville Al-Quds occupée et ses lieux, et qu'il serait inacceptable de porter atteinte à sa mosquée. La réunion d'aujourd'hui reflète la réalité pour nous dans le monde arabo-musulman et la Ligue arabe. Al-Quds, occuper et ses lieux sacrés, est un principe constant et rassembleur au-dessus de la politique. Les participants à cette réunion exceptionnelle ont affirmé que le chemin vers l'accalmie doit être achevé par la préservation du statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa et la fin de toutes les pratiques qui conduisent à la violence. En dépit de ce mouvement diplomatique du Conseil ministériel arabe, la tension reste vive autour de la mosquée et la ville Al-Quds depuis dimanche passé, en raison d'incursions quotidiennes commises par les colons. Dans la foulée, les forces de la police sioniste ont imposé des restrictions à l'entrée des jeunes palestiniens à la mosquée pour effectuer la prière de l'aube, en utilisant des bombes à gaz pour faire sortir les fidèles de la salle de prière. L'occupant sioniste qui a déployé ses espions partout. L'Iran a annoncé ce jeudi 21 avril avoir arrêté 3 individus accusés d'avoir des liens avec le Mossad, les services de renseignement israéliens, et d'être impliqués dans la publication de documents classifiés, selon la télévision d'État. On part en Libye à présent, où l'industrie pétrolière, l'une des plus importantes en Afrique, est à l'arrêt depuis quelques jours. La fermeture forcée du site pétrolier de Zouitna et du camp d'El Sharara est la conséquence de l'affrontement entre 2 gouvernements rivaux. Mohamed Wali Ben Chaban. Dans un nouveau chapitre du bras de fer entre 2 autorités politiques antagonistes sur la gestion des revenus de pétrole en Libye, l'industrie pétrolière du pays est au point mort depuis quelques jours. Avec une réserve de 48,4 milliards de barils, la compagnie des hydrocarbures libyens NOC annonce l'arrêt des opérations sur 2 sites pétroliers majeurs, le terminal de Zouitina et le champ d'Al-Sharara, après la fermeture de plusieurs autres installations en lien avec des protestations et des rivalités politiques. Résultat de ce chaos, perte de plus de 600 000 barils par jour, soit la moitié de la production quotidienne. La fermeture des champs pétroliers est une manifestation directe de la crise politique aiguë qui se joue actuellement entre le camp pro-Haftar et le camp pro-Dbeiba. Car c'est bien le commandement général de la coalition Haftar qui institue délibérément un blocus pétrolier dans le but d'accroître la pression occidentale sur Dbeiba pour qu'il abandonne ses fonctions. Pour les observateurs du marché pétrolier, la préoccupation dans les médias aujourd'hui, c'est la perte de 500 000 à 800 000 barils de brut libyen. Avoue que le marché mondial ne peut pas se permettre de perdre un seul baril en ce moment. Et pour évoquer plus en détail ce dossier, nous avons en direct Rafat Habib, géopoliticien et chercheur universitaire. Bonsoir.
Monsieur Tabib, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends très bien, oui. Alors, Monsieur Tabib, le poumon de l'économie libyenne est mis à mal. Sa production pétrolière, autrefois fortement ralentie par l'insécurité, est maintenant tributaire de la stabilité politique. L'équation est dure à résoudre, sachant qu'on assiste à un bras de fer entre deux gouvernements déterminés et dont dépend vraisemblablement tout l'avenir des Libyens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Surtout que nous avons remarqué ces derniers temps un véritable alignement de la part de la région sud où se trouvent les deux plus grands champs pétroliers actuels en Libye, Sharara et El Fil, dans la région de Oubari et de Seba. Nous avons une sorte d'alignement politique entre, d'une part, la région de Cyrénaïque à l'est, où le maréchal Haftar tient la plupart des territoires, et aussi le sud, qui semble de plus en plus s'éloigner de l'alliance avec Abdelhamid Dbaïba, lequel se retrouve pratiquement maintenant isolé à Tripoli, et où il a essayé de rassembler le maximum de brigades Alliance, et de de milices soutien. afin de défendre son gouvernement. Mais je pense que les choses sont en train de se jouer de cette manière-là parce que la communauté internationale n'a pas pesé de tout son poids afin d'arrêter le chaos en Libye et surtout de trouver une solution politique à ce dédoublement des institutions. Et ce chaos qui pèse lourd sur l'économie libyenne. Oui, bien sûr, parce que maintenant on est à 1,3 million de barils par jour et selon les données dont nous disposons aujourd'hui, on est à moins 800 000 barils jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser les 500 000 barils jour uniquement dans la région de l'Ouest, ça veut dire dans la région de la Tripolitaine et surtout en offshore. Et ça, dans les conditions actuelles de la Libye, où il y a une véritable paupérisation, on en parle très très peu, mais en Libye, la situation sociale et économique est explosive. Les gens n'ont plus droit de retirer l'argent qu'ils ont à la banque parce que il y a un manque de liquide, il y a un problème de la cherté de la vie. Dernièrement, avec les problèmes qu'il y a eu en Tunisie, les frontières sont fermées et donc il n'y a plus d'alimentation du marché libyen en ce mois de Ramadan. Donc, je pense que cette fermeture des champs ne peut que constituer une véritable aggravation de la situation qui peut dégénérer en un véritable affrontement dans les rues. Rafat Habib, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire. On en sait un peu plus sur l'accord militaire conclu il y a quelques jours entre le Cameroun et la Russie. Le document paraphé côté Cameroun par le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo et par la Fédération de Russie par son homologue le général Sergueï Shoïgu. Pour l'essentiel, les deux pays conviennent de l'échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, de développement des relations dans les domaines de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, d'enseignement militaire, de médecine, de topographie ou encore d'hydrographie militaire. Ils conviennent aussi de l'échange d'expériences de maintien de la paix et d'interaction dans les opérations de soutien à la paix sous l'égide des Nations Unies. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud a déployé 400 soldats sur un total de 10 000 prévus dans les opérations de secours après les inondations meurtrières qui ont ravagé la région de Durban, côté est, sur la côte est plutôt. Près de 450 personnes ont été tuées dans les glissements de terrain qui ont engendré le chaos dans l'agglomération de la ville portuaire de 3,9 millions d'habitants, épicentre de la catastrophe dans le KwaZulu-Natal. Et les sécheresses répétées, les conflits et les répercussions de la crise ukrainienne créent une famine dévastatrice et déplacent des milliers de personnes dans la Corne d'Afrique. Depuis octobre 2021, on estime que plus de 600 000 personnes ont été déplacées en Somalie et que 20 millions d'autres risquent de mourir de faim cette année. Nariman Zekar. 20 millions,
c'est le nombre de personnes faisant face à un risque de famine cette année en raison de la sécheresse qui frappe de plein fouet le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. Cette rude période affectant la Corne de l'Afrique ravage non seulement les cultures et le bétail, elle s'attaque aussi aux habitants, les forçant à quitter leur foyer à la quête d'eau et de nourriture. Ainsi, 6 millions de Somaliens font face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire et pas moins de 500 000 Kenyans vivant principalement du bétail se dirigent vers une crise alimentaire certaine. La sécheresse et les inondations ont dévasté nos vies. Nous n'avons tout simplement pas pu faire face aux dégâts car ils se sont produits coup sur coup. D'abord, toutes les terres de pâturage ont été recouvertes par l'inondation, puis la sécheresse a causé encore plus de dégâts, ajoutant à notre détresse. Cet état d'urgence résulte d'un cumul entre conflits et pauvreté, ajouté à une vague de sécheresse sans précédent. À l'image des taux de malnutrition alarmants en Éthiopie, où la guerre fait des ravages depuis 17 mois dans le nord du pays. Le Programme alimentaire mondial s'alarme face à cette crise nutritionnelle, soulignant que les conséquences du conflit russo-ukrainien ont mené à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Un stress hydrique énorme pour le territoire. Après 3 saisons sans pluie, on estime que la région est la plus sèche depuis 40 ans. Nous attendons maintenant que la saison des pluies arrive. Elle est tardive et nous sommes très inquiets des conséquences qu'elle aura si elle est inférieure à la moyenne. Selon les estimations, le nombre de personnes touchées pourrait grimper en flèche pour atteindre 20 millions de personnes. Nous devons être en mesure de réagir. Nous avons besoin de pluie. Selon l'organisation, le manque de fonds dans cette région du monde pourrait conduire à une catastrophe. Le Programme alimentaire mondial lance donc un appel à financement de 473 millions de dollars sur les 6 prochains mois dans l'espoir d'y remédier. La situation dans la Corne de l'Afrique risque de se transformer en la pire urgence d'origine climatique de l'histoire de la région. En 2017, une mobilisation humanitaire précoce avait permis d'éviter une famine en Somalie, contrairement à 2011, où 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 6 ans, étaient mortes de troubles liés à la faim. Je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine a jugé ce jeudi que les forces russes avaient, avec succès, pris le contrôle de la ville de Marioupol et ordonné d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de leur donner l'assaut. C'était lors d'une rencontre avec le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu. La fin du travail de libération de Marioupol, c'est un succès. Félicitations, envoyez nos remerciements aux troupes. Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il s'agit d'une situation dans laquelle nous devons penser à la préservation de la vie et de la santé de nos soldats et de nos officiers. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper par terre à travers ces installations industrielles. Bloquer toute cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe. Proposer une fois de plus à tous ceux qui n'ont pas déposé les armes de le faire. La partie russe leur garantit la vie sauve et d'être traités avec dignité, conformément aux actes juridiques internationaux pertinents. Et l'optimisme du président russe est en contradiction totale avec son homologue américain. Joe Biden a indiqué que Vladimir Poutine ne réussirait jamais à dominer et à occuper l'ensemble de l'Ukraine. Il s'est exprimé depuis la Maison-Blanche après avoir rencontré le Premier ministre ukrainien. Notre unité avec nos alliés et partenaires et notre unité avec le peuple ukrainien envoie un message sans équivoque à Vladimir. Poutine ne réussira jamais à dominer et à occuper toute l'Ukraine. Il ne le fera pas. Cela n'arrivera pas. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a commencé sa visite en Inde par l'ashram de Sabarmati, autrefois résidence du Mahatma Gandhi, héros de l'indépendance indienne. Johnson est en Inde pour une visite de 2 jours centrée sur des discussions commerciales mais aussi stratégiques, ayant toutefois peu de chances d'entamer la réticence de son homologue indien Narendra Modi à soutenir l'action occidentale contre l'offensive russe en Ukraine. Par ailleurs, le Premier ministre britannique va devoir faire face aux attentes de la population qui demande des excuses pour un massacre commis à l'époque coloniale, 100 ans après la mort de 1200 personnes qui protestaient contre le régime impérial.
Le mois dernier marquait le centenaire du massacre de Pal Davav, au cours duquel, selon les historiens indiens, environ 2000 membres de tribus dirigées par le réformateur social Matilal Tawejat se sont rassemblés pour protester contre l'exploitation, le travail forcé et les impôts élevés. Le moins qu'ils puissent faire est de se sentir désolés et de s'excuser, selon Mahendra, le petit-fils de Tejawat. Pendant la domination britannique, les membres des tribus souffraient parce qu'on leur ordonnait de chasser pour les Britanniques. Ils perdaient des jours à chasser pour eux. Ils n'étaient même pas nourris correctement. Mon grand-père, Motilal Tejawat, a été affecté par ces problèmes et bien d'autres auxquels les Adivasis étaient confrontés et a mené un mouvement de protestation pour leurs droits. Des erreurs ont été commises et ceux qui sont morts sont morts. Je demande que pour le bien des familles des 1200 personnes décédées qui restent troublées à ce jour, les Britanniques présentent au moins des excuses. En France, à présent, les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle du 24 avril se sont livrés hier soir à leur ultime face-à-face. Emmanuel Macron s'est montré combatif face à une Marine Le Pen tenace lors d'un débat télévisé dense et acerbe où les deux candidats ont enchaîné les échanges sur la Russie, l'économie ou encore l'Europe, le climat et le voile. Iman Saad. Vous n'avez pas retiré de la loi. Donc elle pourrait Ce mercredi soir, l'ultime débat entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, réunissant plus de 15 millions de téléspectateurs, a vraisemblablement été en faveur du candidat de La République En Marche, qui a dominé le duel pendant près de 3 heures. 5 ans après son dernier face-à-face avec Emmanuel Macron, la candidate du Rassemblement national, tétanisée par son adversaire, ne semblait toujours pas être bien préparée. Marine Le Pen ne proposa aucune solution concrète, restant relativement vague dans ses propos. Emmanuel Macron, quant à lui, affichait un visage plutôt serein, dominant le débat et pointant du doigt les failles du programme de Marine Le Pen. Les deux candidats au présidentiel étaient en total désaccord sur les 8 thématiques abordées, notamment le pouvoir d'achat, la politique étrangère, les retraites, l'environnement et l'immigration. Emmanuel Macron a vivement attaqué Marine Le Pen sur son emprunt russe de 2014 et les relations qu'elle entretient avec le pouvoir russe. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Marine Le Pen a indiqué vouloir rester dans l'Union européenne, mais en changer profondément la nature. L'Europe, c'est pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien, ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Enfin, le débat a été marqué par le vif échange entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur le port du voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. Emmanuel Macron, toujours en tête selon les derniers sondages, a-t-il convaincu les Français réticents? Réponse le 24 avril prochain. Dans l'actualité également, une explosion ce jeudi dans une mosquée chiite de Mazar-i-Sharif dans le nord de l'Afghanistan a fait au moins 25 victimes. Un incident qui intervient 2 jours après un attentat contre une école d'un quartier chiite de Kaboul. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Al 24 News pour suivre tout de suite la météo.